Journal de 13h. Merci pour votre attention. Midi 13h. Débat première. Bertrand Haine. On s'arrête aujourd'hui sur la baisse des chiffres du chômage et on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas là une forme de trompe-l'œil ? 3 ans de baisse continue en Wallonie, mais également à Bruxelles, en Flandre. Les chiffres sont têtus, vont quasiment tous dans le même sens. La Wallonie, par exemple, comptait fin août 229 000 demandeurs d'emploi inoccupés, soit 11 500 de moins qu'en août de l'année 2016. Et ce sont des chiffres du Forum. À Bruxelles, je ne vais pas vous abrutir de chiffres, mais enfin, on va quand même en parler un petit peu. Fin août, on comptait 94 000 chercheurs d'emploi, soit un taux de chômage de 16,9%. Et à Bruxelles, c'est la 34e baisse successive de chômage. Mais le taux, notamment de chômage des jeunes, reste élevé avec 23%. Quelle réalité se cache derrière ces statistiques ? Côté syndical, on n'hésite pas à critiquer, à dénoncer une augmentation des temps partiels, des emplois précaires. Et on met aussi en avant le nombre élevé d'exclusions suite aux diverses mesures prises par les différents gouvernements. Mais qu'en est-il réellement ? Que cache la baisse des chiffres du chômage ? Est-ce qu'il y a une vraie politique économique efficace, une vraie reprise économique ? Est-ce qu'il y a une part de manipulation statistique ? Quels chiffres faut-il vraiment retenir pour évaluer la situation de l'emploi chez nous en Belgique et particulièrement dans le sud du pays ? On va tenter d'y voir plus clair, donc avec 3 invités. Marc De Vos, qui est directeur du think tank Itinera. Bonjour Marc De Vos. Didier Paco, qui est directeur du département économie, recherche et développement affaires européennes de l'Union wallonne des entreprises. Bonjour. Bonjour. Didier Paco. Et puis en duplex de Namur, Philippe De Feit, qui est économiste et président de l'Institut pour un développement durable. Bonjour. Philippe De Feit, et vous étiez aussi avant président du CPS de Namur. On va commencer par vous, Philippe De Feit. Cette baisse des chiffres, évidemment, tout le monde s'en réjouit. Est-ce que pour vous, il y a vraiment une amélioration structurelle, fondamentale, importante de la situation de l'emploi dans le sud du pays ? Alors, nier la baisse de l'emploi, je pense que ce serait vain, notamment dans la mesure où tous les indicateurs aujourd'hui, et ça n'est pas arrivé souvent dans le passé, tous les indicateurs dont on dispose vont dans le même sens. Cela dit, il faut maintenant effectivement relativiser un peu. Premièrement, si on prend par exemple les chômeurs indemnisés suite à la perte d'un travail, on est toujours aujourd'hui à un niveau supérieur à celui de l'année 2000. 2, effectivement, il faut voir de quels revenus vivent ces chômeurs, ces demandeurs d'emploi. Il y a de plus en plus de demandeurs d'emploi qui n'ont pas de revenus ou un tout petit revenu. Et puis, il faut bien regarder aussi ce qui se passe sur le marché du travail. Alors là, on a quelques tendances, me semble-t-il, importantes. En ce qui concerne le nombre de personnes qui sont en âge de travailler, ou qui se présentent sur le marché du travail, ce qu'on appelle la population active, toutes les tendances vont plutôt favoriser une baisse du taux de chômage. Autrement dit, la population active, le nombre de personnes en âge de travailler, va augmenter moins, voire même dans certaines régions, se stabiliser qu'au cours des années précédentes. Donc ça, c'est un élément positif. Il faut aussi remarquer qu'une des raisons pour lesquelles la population active n'évolue pas plus, et donc ce qui est plutôt favorable pour les taux de chômage, c'est qu'il y a des personnes qui ne se présentent pas ou se présentent plus tard sur le marché du travail. On a assisté au cours des dernières années à une hausse très importante du nombre d'étudiants. Plus d'étudiants qui restent à l'université ou dans des hautes écoles plus longtemps, mais ça a évidemment une influence sur le marché du travail. Il y a aussi de plus en plus de personnes qui se retirent de manière durable du marché du travail. Ce sont toutes des personnes invalides. Et puis effectivement, je suppose qu'on en parlera, il y a aussi l'augmentation du nombre de temps partiels. Et il faut rappeler que les enquêtes européennes indiquent qu'il y a plus de 200 000 travailleurs en Belgique à temps partiel qui le sont de manière totalement involontaire. Alors, quand on met tout ça ensemble, je dirais, il y a une baisse du chômage, mais dire que la situation est assainie, dire que tout le monde en profite de la même manière, dire que les revenus augmente en proportion de l'amélioration du marché du travail, ça, je pense qu'il faut être très prudent et très nuancé. Voilà donc pour une analyse assez relativisée, on va dire, de cette situation des chiffres, de la baisse des chiffres du chômage. Marc De Vos, directeur du think tank Itinera, est-ce que vous partagez cette analyse assez nuancée donc de Philippe De Feit ? Oui. Évidemment, les chiffres officiels du chômage ne sont pas l'indicateur ultime de la réalité sur le marché de l'emploi.
Et je partage effectivement les nuances. Mais en général, on doit quand même souligner que le marché de l'emploi se porte très très bien par rapport aux années précédentes. Depuis la crise, je dirais. On a repris la création de l'emploi dans le secteur marchand, qui est quand même important, parce que la création de l'emploi auparavant était souvent dans le secteur non marchand, donc dépendant du contribuable en fait pour la création de l'emploi. On est en voie pour créer 200 000 emplois nouveaux entre 2014-2018, sauf accident. Un peu partagé partout dans le pays. La Flandre, dont je viens, est près du plein emploi. Oui, on est en moyenne, je ne sais plus le taux de chômage d'ailleurs en Flandre, mais on s'approche 4%. de 4%. Donc le défi pour la Flandre, c'est justement d'attirer davantage de personnes vers le marché de l'emploi qui aujourd'hui ne sont pas encore demandeurs d'emploi. Et donc c'est pas le chômage, c'est en fait élargir la population active en Flandre qui est le défi. Le vrai défi, c'est plutôt d'aller trouver des futurs travailleurs. Absolument. Bien qualifiés. Et donc, pour l'impact sur les salaires, je suis pas sûr. Je crois qu'il faut attendre un peu pour voir si les salaires vont augmenter dans les mois et les années qui viennent, si la conjoncture reste ce qu'elle est. Et donc, en général, on va dans le bon sens. Pour moi, le problème, c'est effectivement la qualité de l'emploi. Et là, on doit reconnaître qu'il y a des inégalités, évidemment. Et même plus que des inégalités, il y a une certaine polarisation sur le marché de l'emploi. Et là, on ne parle plus des statistiques annuelles. On parle vraiment d'un cycle de carrière où on voit que certains sous-groupes dans notre société, et on sait de quoi on parle par exemple des immigrés non européens, on parle des personnes qui ne sont pas bien qualifiées, etc., que ces personnes-là trouvent très difficile non seulement de trouver un emploi, mais de faire une carrière. Qui est vraiment... qui apporte une certaine évolution positive, donc une mobilité. Ça, c'est le vrai problème pour le marché de l'emploi dans le futur, c'est que ça vient un peu être bétonné entre des gens qui ont la voie assez facile, qui sont demandés, puisqu'on attend pratiquement en pénurie de personnes, et qui vont avoir une belle carrière devant eux, et des gens qui ont exactement l'expérience contraire. Ça, c'est le vrai défi pour le long terme du marché de l'emploi, d'où l'importance de regarder derrière les chiffres mensuels et annuels, et de faire un peu le parcours, le courant d'une carrière dans nos statistiques, et de voir quelles mesures sont alors appropriées pour pallier à cette évolution. On va faire réagir Didier Pacaud, le directeur du département économie et affaires européennes de l'Union wallonne des entreprises. Mais avant, je voudrais vous faire écouter un petit son. Vous étiez peut-être déjà en direct la semaine passée, vendredi, à nous écouter ce débat entre Willy Boursu et Paul Magnette dans la version 100% wallonne de Débat Première. Il y a eu une petite phrase, et c'est pour ça que j'aimerais vous la faire écouter, qui concerne directement le débat du jour. C'est Willy Boursu, le nouveau ministre-président, qui disait, lui, et qui soulevait que finalement, en 30 ans, si on prend le temps long, le chômage n'a pas diminué en Wallonie. On l'écoute. J'engage vos auditeurs à relire le rapport de l'IWEPS de novembre 2007. C'est l'Institut Wallon de la Statistique. Effectivement, qui est un organe neutre et qui pose un regard lucide, mais malheureusement extrêmement sévère sur la réalité du chômage structurel en Wallonie, avec grosso modo un message qui est de dire depuis 30 ans, on n'a pratiquement pas baissé le niveau du chômage en Wallonie. Didier Pacaud, voilà donc une autre vision. Ici, on parle d'une baisse depuis 3 ans, avec des chiffres à la pluie qui le montrent, de l'IWEPS ou du Forum ou de l'ONEM d'ailleurs, tous les chiffres concordent. Le nouveau ministre-président, il regarde un peu plus loin et il se dit, si on prend le temps long, finalement, le chômage ne baisse pas. Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, la baisse que nous connaissons maintenant est une baisse d'ordre conjoncturel, c'est-à-dire qu'elle est due à une reprise de l'activité, à la reprise économique. Et donc, rien ne dit que cette baisse va se transformer à une baisse structurelle qui, elle, demande une restructuration de l'économie, des personnes mieux formées pour prendre les emplois. Et donc, il y a un enjeu très fort de passer justement d'une baisse conjoncturelle à une baisse structurelle. Ça, c'est un enjeu énorme pour la Wallonie dans les prochaines années. Donc pour vous, si l'emploi s'améliore, la situation de l'emploi s'améliore depuis 3 ans, c'est essentiellement dû à une série de cycles économiques, pas nécessairement parce qu'il y a eu le plan Marshall en Wallonie, pas nécessairement parce qu'il y a eu des mesures au fédéral qui ont permis d'engager plus facilement dans les PME. C'est très difficile de scinder les deux. Il y a un fait, c'est qu'il y a plus de création d'emplois pour une croissance donnée qu'il n'y en avait par avant.
Donc on crée plus vite de l'emploi. Et donc là, on pourrait voir peut-être des effets, des mesures qui ont été prises. Des autorités publiques, qu'elles soient fédérales ou régionales, c'est encore plus difficile de voir. Mais, donc ça, c'est un fait. Mais il n'empêche qu'on est toujours dans une baisse qui est due pour une partie importante à la baisse de l'activité. Et que d'ailleurs, toutes ces mesures qui ont été prises n'auront un effet que dans un moyen terme, donc dans 1, 2 ou 3 ans. Et donc c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment mesurer l'effet de ces mesures. Oui. Philippe de Feit, Marc De Vos soulignait la réalité du marché du travail en Flandre qui est assez différente, avec presque le plein emploi, avec la difficulté maintenant de trouver des profils de plus en plus formés pour répondre à toutes ces offres d'emploi. Et on entendait donc le ministre-président wallon dire que pour lui, si on regardait depuis 30 ans, le chômage n'avait pas baissé. Philippe de Feit, vous confirmez ce que dit Willy Boursu? Si on prend un œil vraiment un peu plus large, il faut constater que ce qu'on vit là, c'est un peu de conjoncture, mais pas plus. Écoutez, je serais vraiment prudent sur les comparaisons de long terme. Imaginez-vous qu'il y a 30 ans, il y avait des prépensions, il y avait une autre manière d'aborder le chômage, la réglementation était différente, les études duraient moins longtemps, donc je pense comparer. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment utile. Je pense qu'il faut plutôt regarder ce qui se passe aujourd'hui et se projeter. Alors, sur la question du manque de main-d'œuvre et du manque de main-d'œuvre qualifiée en particulier, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a encore des poches où on peut aller chercher de la main-d'œuvre. Il y a tous les travailleurs à temps partiel qui souhaiteraient travailler plus, et là il faut bien être clair. C'est parfois l'employeur qui ne le souhaite pas. Dans un certain nombre de secteurs, comme par exemple les titres-services, beaucoup de personnes, qui sont souvent des femmes, sont coincées dans des temps partiels avec un employeur qui ne souhaite pas. Et pourquoi, Philippe de Feit, pour qu'on comprenne? Parce que dans le cas des titres-services ou dans le cas des grands magasins, c'est une question d'organisation du travail. Exactement. Ouais. Voilà. Il y a les travailleurs âgés, et là, moi, je constate autour de moi, dans cette génération, en gros, qui va de 60 à 67, 68 ans, il y a, je pense, un nombre important de personnes qui souhaitent et souhaiteraient librement continuer à avoir une activité professionnelle. Est-ce qu'il y a une place pour eux? Comme d'un même, je pense qu'à un moment donné, il faut renvoyer aux employeurs la question suivante. Vous tenez un discours qu'il faut mettre les gens en emploi ou garder les gens en emploi. Dans les faits, une personne âgée aujourd'hui a difficile, quand elle perd son emploi, à retrouver un emploi, et même parfois un emploi même moins payé. Donc là, je pense qu'il y a une responsabilité collective. Et puis, il y a aussi tous les gens qui sont découragés. Donc, par exemple, un nombre important de femmes disent travailler à temps partiel parce qu'il n'y a pas des structures d'accueil suffisantes. On sait qu'ils continuent, dans certaines régions, en Wallonie et à Bruxelles, à manquer des places. Alors maintenant, j'aimerais aborder un instant, si vous le permettez, parce que ça a été abordé à la fois par monsieur De Vos et Paco, c'est la question des qualifications. Alors là, nous sommes devant un double problème. Il y a à la fois un certain nombre de jeunes qui ont fait des études supérieures, universitaires ou hautes écoles, qui sont utilisés en deçà de leurs capacités, en deçà de leurs compétences, et en même temps on assiste, je pense, comme dans d'autres pays, au début d'un phénomène qui va jouer beaucoup, y compris en termes d'impact électoraux et sociologiques, c'est-à-dire une stabilisation, probablement une stabilisation du pourcentage de personnes qui auront un diplôme de l'enseignement supérieur. On est manifestement arrivé à une fin de cycle en matière d'enseignement supérieur, et là, je pense qu'il faut tous qu'on réfléchisse à cela. C'est lié notamment à l'échec dans l'enseignement supérieur, c'est lié au fait que, effectivement, je pense qu'un certain nombre de jeunes aujourd'hui ont difficile d'accéder, ou plus difficile d'accéder qu'avant à l'enseignement supérieur, et donc là, il faut bien réfléchir quelles sont les compétences dont on a nécessaires, et surtout, aujourd'hui, quelle est la responsabilité des entreprises dans la formation des travailleurs? Oui, le débat, vous venez de le lancer sur la formation des travailleurs. Marc De Vos, directeur du think tank Itinera, vous pensez que l'enjeu, il est là aussi, et notamment dans l'enjeu de l'enseignement supérieur? Oui, c'est clair que l'offre et la demande, comme on dit, en termes économiques, requièrent que ce qui est disponible en termes d'emploi dans l'économie puisse correspondre à ce qui est disponible en termes de talent dans notre société. Mais là aussi, je crois pas qu'il faut réduire ça à la question des hautes études. Il y a aussi pas mal d'emplois qui est peu qualifié et qui restera disponible sur le marché de l'emploi. La vraie question, c'est si on commence dans ce type d'emploi, est-ce qu'on va y rester?
tout le long de la carrière. C'est l'exemple, par exemple, des titres-services, qui est un peu une polarisation et une fragmentation organisée de l'emploi. Par une méthode. Pour éviter le travail au noir, soyons clairs, c'était l'objectif du gouvernement. Pour blanchir le travail au noir. Et donc, ça, c'est la vraie question. Quand on revient des personnes un peu plus âgées, j'ai du mal à exprimer ça comme ça, un peu plus expérimentées peut-être, au-delà de 55 ans, on doit quand même reconnaître qu'on a fait un progrès énorme. Philippe Defeat a entièrement raison, si on perd l'emploi, c'est difficile de retrouver un nouveau emploi. Même rester actif est devenu quand même beaucoup plus accessible. Il y a 10 ans, il y avait pratiquement un tiers de personnes au-delà de 55 ans qui étaient encore actifs. Maintenant, on a près de la moitié. C'est un progrès vraiment énorme et on est loin d'être là où on doit être. Donc, généralement, je crois que la politique à la fois fédérale et régionale par rapport à l'accompagnement, l'activation, etc., a donné beaucoup de support à réinsérer et rester actif. Mais effectivement, dans le futur, là, et je reviens à mon premier point, étant donné que le vrai défi sur le long terme, c'est l'évolution des carrières personnelles et donc le talent d'une certaine personne, et de retrouver suffisamment de talent dans la société où la croissance démographique n'est plus ce qu'elle l'était, le vrai défi, donc, aux politiques anciennes d'activation, d'insertion, etc., va s'ajouter la politique de la formation. C'est clair, la formation continue, pas uniquement la formation formelle lors de l'enseignement. Les deux éléments vont s'associer et le deuxième élément va graduellement devenir beaucoup plus important dans le futur qu'il l'était dans le passé. Voilà, on évoque pour l'instant la formation. Dans quelques instants, on continue ce débat sur la baisse des chiffres du chômage avec beaucoup de vos interventions qui tournent autour de l'augmentation des jobs intérimaires et vous plaignez de cette situation assez nombreux ce midi. On vous écoute et on se retrouve tout à l'heure. Midi 13h. Débat première. Le premier prix première du roman graphique. Et le lauréat est Thierry Murat pour Etun Wang. L'auteur nous plonge dans l'Amérique des années 1860 avec une épopée historique et romanesque formidablement bien écrite, très riche graphiquement en étant à la fois simple, sophistiquée, réaliste et poétique. Publié aux éditions Futuropolis, Etun Wang, prix première du roman graphique 2017. Remis à l'occasion des prix Atomium de la bande dessinée lors de la fête de la BD. Blavier. Venez découvrir notre savoir-faire et la qualité des maisons que nous avons réalisées dans votre région. Plus d'infos sur nos journées portes ouvertes, blavier.be. La foire au vin d'Intermarché, c'est jusqu'au 24 septembre. Elle va surprendre vos papilles et vous enivrer de promos. Comme le Côte-du-Rhône Théodore Grasset en 3 plus 3 gratis, soit 3,29 € la bouteille. Et combinez comme il vous plaît le blanc, le rosé ou le village en rouge. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Maman, Oui. on peut conduire Pauline et Capucine à l'école? Ok, il faut aller les chercher? Oui, et Agathe aussi. Ok. Et Ludivine? Disais tout? Non, Antoine aussi. Antoine aussi. Maman. Avec ses 7 vraies places et son grand coffre, le Volkswagen Caddy Maxi Dark & Cool a tout pour vous faire passer une belle année scolaire. À découvrir chez votre concessionnaire Volkswagen pendant les portes ouvertes du 9 au 19 septembre ou sur volkswagen.be. Parce qu'il y a ceux qui sont et ceux qui sont. Le Soir vous propose l'ordinateur portable de votre choix en plus de votre journal. Abonnez-vous maintenant au Soir pour profiter de cette offre exclusive et d'une information de qualité sur papier et en numérique dès 23 € par mois. Infos et conditions sur lesoir.be/abonnement. Le Soir décrypte, enquête, révèle. Depuis 50 ans, la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient le cinéma belge. De juin 2017 à juin 2018, découvrez ou redécouvrez les films qui ont marqué son histoire. En salle ou à la télé, en festival ou en VOD, tout un programme à explorer sur 5050.be, 50 en chiffres, 50 en lettres.be, avec le soutien de la RTBF. La première présente Eat Brussels, Drink Bordeaux. Cette année, notre sélection des grands chefs de la capitale vous fera déguster leur savoir-faire. Venez découvrir leurs univers et mixer les saveurs avec les grands vins de Bordeaux. Du 7 au 10 septembre au Parc de Bruxelles. Toutes les infos sur Eat.Brussels avec la région de Bruxelles-Capitale, la ville de Bruxelles et le Soir. Débat première. Bertrand Haine. On continue ce débat sur la baisse des chiffres du chômage et ce qui se cache derrière cette baisse. Vous êtes
nombreux à avoir réagi sur la page Facebook de la RTBF Info. Adeline, par exemple, nous dit depuis 3 ans, les entreprises licencient à tour de bras, les emplois se font de plus en plus rares, mais le taux de chômage baisse. Bon, soit, c'est un fait, mais il y a de moins en moins de chômeurs. Mais y a-t-il pour autant plus de travailleurs ? Roger nous dit il y a eu l'an passé 48 000 exclus via les contrôles, 40 000 personnes en fin de droit, essentiellement des jeunes et des mamans avec des enfants. Les créations d'emplois sont dues à des départs à la retraite. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Et Pascal est aussi sceptique, et vous êtes à 95% sceptique. Il nous parle des contrats précaires à temps partiel et des CDD. Donc la soi-disant, pour lui, création d'emplois de Charles Michel, c'est du pipeau, et j'espère que vous arriverez à en informer les gens pour une fois. Je vais quand même dire à Pascal que si vous nous écoutez souvent, c'est plus qu'une fois qu'on essaye de vous informer clairement. Merci Pascal en tout cas d'avoir été un peu caustique, ça fait pas de mal. On va faire réagir Didier Paco, vraiment beaucoup de réactions sur l'augmentation d'emplois précaires et de contrats à durée déterminée ou d'intérim. D'abord, quand on dit qu'il y a de moins en moins d'emplois, ce n'est pas vrai. Il y a de plus en plus d'emplois et on le voit, il y a de plus en plus d'offres d'emploi. Les offres d'emploi ont augmenté de façon spectaculaire dans les derniers mois. Donc c'est pas juste... Je crois que c'est 34% de plus que le Forum annonce d'offres d'emploi. Or, le Forum en plus n'a pas toutes les offres d'emploi. Alors sur les emplois précaires, je n'aime pas le terme d'emploi précaire pour les emplois d'intérim parce que ce ne sont pas des emplois qui sont des emplois qui plongent les gens dans la misère. Pour la plupart des programmes intérim, des travaux intérim, ce sont des bons emplois. Alors il y a 2 phénomènes à mon avis qui expliquent l'intérim. Un, c'est qu'on est en début de reprise économique, que les entreprises ne sont pas encore sûres d'engager à long terme, puisqu'ils ne savent pas exactement ce que va être, parce que la situation économique reste très fragile, et donc préfèrent dans un premier temps engager en intérim. C'est quelque chose qu'on voit partout, dans chaque reprise économique, c'est la même chose. Et le second, c'est qu'on a supprimé la clause d'essai en Belgique, et que donc là, les entreprises ont préféré alors se tourner vers l'intérim pour se préserver un espace vis-à-vis de la personne qu'ils emploient. Et donc là, il y a eu un effet pervers de cette suppression de la clause d'essai. Et d'ailleurs, le gouvernement songe à la réintégrer d'une manière ou d'une autre, et je crois que c'est une très bonne chose. Et puis, plus les contrats à durée indéterminée sont stricts, plus les entreprises vont se tourner vers des contrats à durée déterminée. Et donc là, il y a à trouver un équilibre entre ces 2 types de contrats. Mais je pense que beaucoup de ces emplois intérims vont se transformer en emplois durables si la croissance économique continue. Marc Devos, pour le think tank Itinéra, votre réponse à ces auditeurs donc très sceptiques qui mettent le doigt sur l'augmentation de la précarité et de l'intérim. Effectivement, c'est un point d'interrogation. Il faut faire attention à ce que l'intérim ne reste pas intérim et ne devient pas... De l'intérim structurel. Oui, voilà. Ça, c'est un exemple de la polarisation potentielle et de la précarisation. En termes agrégés, il faut quand même reconnaître que sur le marché de l'emploi en Belgique, le travail temporaire représente un peu moins de 10%. Donc, plus de 90% du travail en Belgique n'est pas temporaire. Et c'est assez stable, en fait. Et donc, oui, je comprends, et certainement pour les personnes qui voudraient trouver un emploi plus stable. Et donc, il faut réfléchir à des politiques appropriées. Je voudrais aussi réagir par rapport à l'auditeur qui disait, bon, c'est un effet de remplacement, le vieillissement, donc il y a des gens qui arrêtent. L'effet démographique, voilà, l'effet démographique. Mais les chiffres que je mentionnais de création d'emplois sont des emplois nouveaux, au-delà de l'effet de remplacement. Les 200 000, hein ? Oui, les 200 000. Donc, il ne faut pas cacher le fait qu'on est dans une vague conjoncturelle très positive. Il faut maintenant faire... Qui ne va peut-être pas durer. Ah non. Et il faut faire tout pour qu'on puisse la continuer et puis pour adresser les problèmes sous-jacents, structurels, qui existent partout. Ils ne sont pas uniquement francophones. Philippe De Feit, économiste, président de l'Institut pour un développement durable, Roger nous disait, notre auditeur, il rappelait le nombre d'exclus, selon lui, du chômage. Il cite 48 000, j'ai
pas vérifier les chiffres, on va lui faire confiance. Vous avez peut-être, vous, un chiffre plus précis dans vos données, mais est-ce que si on met en parallèle les exclusions et la diminution de chiffre du chômage, est-ce qu'on peut voir vraiment un effet de corrélation ou est-ce que le chômage baisse de toute façon malgré les différentes mesures d'exclusion? Alors, d'abord, une toute petite correction par rapport à ce que M. De Vos disait sur le travail temporaire. Il est récemment en nette augmentation pour les jeunes. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui change. Globalement, il ne bouge pas beaucoup, mais il est en nette augmentation pour les jeunes. Alors oui, il y a des explications conjoncturelles. Hein. Je suis assez bien M. Paco là-dessus, mais je pense qu'il y a aussi des évolutions structurelles. Alors, sur chiffre du chômage exclu. Peut-être d'abord rappeler à nos auditeurs que oui, il y a des exclus, mais qu'un certain nombre d'entre eux reviennent dans les statistiques du chômage de manière indirecte. Soit parce qu'ils s'inscrivent comme demandeurs libres d'emploi, soit parce que malheureusement ils aboutissent au CPS, et le CPS va leur demander de s'inscrire comme demandeurs d'emploi inoccupés. Je rappelle d'ailleurs à cet égard... Et donc ils font partie des statistiques quand même. Voilà, c'est important de le dire alors. Ils ne disparaissent pas tous. Ouais. Alors pour répondre de manière très sûre à la question que vous posiez, M. N, oui, même si on tient compte des exclus qui éventuellement ne reviennent pas d'une manière ou d'une autre dans les statistiques, même ça, malgré cela, le chômage baisse. C'est incontestable. Je pense d'ailleurs il faut arrêter, en tout cas pour le moment, cette discussion sur la baisse du chômage est-elle bien mesurée par les statistiques? Elle est probablement mesurée de manière imparfaite comme toujours, mais toutes les statistiques allant dans le même sens. Il faut prendre ça comme un fait. Et soyons clairs, c'est quand même plutôt positif, mais ça ne doit pas exclure d'autres nuances et d'autres analyses. Et parmi celles-là, je dois en rappeler une, c'est que les personnes faibles sur le marché du travail, celles à qui on propose, par exemple, un mi-temps ou un 3/5 payé au salaire minimum garanti, sont des personnes pour qui, aujourd'hui, il y a toujours un piège dans l'emploi, malgré le tax shift. Donc, pour ces personnes-là, aller travailler représente toujours un coût, malgré le tax shift. Pourquoi? Parce que le tax shift concerne, en fait, les personnes à qui on propose au minimum un temps plein payé au salaire minimum. Mais les personnes à qui on propose un temps partiel doivent, en quelque sorte, toujours payer pour pouvoir aller travailler. Allez, on va peut-être conclure. Il nous reste une bonne trentaine de secondes avec vous, Didier Paco. Vous vouliez évoquer la formation. Pour vous, c'est vraiment l'essentiel maintenant. Oui, c'est l'essentiel. Pour éviter que le conjoncturel reste conjoncturel. Je vais un peu répondre à Philippe Defay et dire il faut briser l'idée que les entreprises ne forment pas. Les entreprises forment et dès qu'elles ont l'occasion de pouvoir former des travailleurs, elles le font. La seule chose, c'est qu'il y a parfois des travailleurs qui se présentent à elles et qui n'ont même pas la formation de base. Et donc là, il y a un problème au niveau de l'enseignement où il y a tel rattrapage à faire que c'est extrêmement difficile pour les entreprises de le faire. Merci Didier Paco, directeur du département économie de l'Union Wallonne des entreprises. Merci Marc De Vos, directeur du think tank Itinéra, et Philippe Defay, économiste et président de l'Institut pour un développement durable, d'avoir été nos invités ce midi. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission comme vous voulez, quand vous voulez, dans les conditions que vous voulez, notamment sur la plateforme Ovio qui est depuis peu disponible également sur tous vos smartphones. Bonjour Laurent Dehausset. Bonjour. Il est presque 13h, vous arrivez avec un jour dans l'histoire et vous arrivez avec quelle histoire aujourd'hui? On me demande une épitaphe pour la Belgique morte. En vain, je creuse et je piaffe et